Good morning, everybody. Really Mesdames, fantastic Messieurs, to bonjour. see, the C'est un room plaisir full. I think it's de a voir autant de personnes testimony dans cette to salle. Ceci the montre bien interest that we qu'il y a un have véritable in four intérêt aujourd'hui. fantastic speakers. You can see Aujourd'hui, nous their avons names on the quatre screen. I'm not going to panélistes introduce incroyables. them. Nous avons leurs They're- quatre noms à I've had l'écran. the Je ne vais pas les opportunity to meet présenter some of une à them une. Non, j'ai last déjà eu night. l'occasion They're de really les at the rencontrer cutting d'ailleurs edge hier of soir. innovation, Et elles sont technology, vraiment au cœur de but also l'innovation, de understanding the la double-edged technologie. sword of Elles connaissent technology, également its control, its les repression, points but how négatifs it de la can technologie also advance qui new contrôle, thinking, qui répresse, in the field that we're qui working réprime on. The plutôt. Et donc, c'est title, vraiment as important you can de see, Shielding Against comprendre vraiment Authoritarian l'importance de ce sujet aujourd'hui. Resilience, Nous avons traité Legitimacy de la and Global censure Norms. autoritaire, So it's comment on peut y really, I'm really résister. glad On va to parler de see all four of résilience, you, de and I know that légitimité, they're de normes experts internationales. in the C'est un plaisir, audience as encore une well, fois, and I've already de compter told sur votre présence aujourd'hui. the Nous avons des experts également dans organisers la I will salle avec nous. usurp the order of things and maybe just pounce on Je sais the que participants to gather nous your allons pouvoir thoughts as we également speak. compter sur But votre let me participation start, with à one of the l'occasion de ces frontline, différents échanges. actors who's really working Dans un on premier temps, je information voudrais control and looking at commencer how avec core quelqu'un technology, qui has connaît been, bien la used technologie, and abused by those, son utilisation par actors. plusieurs régimes autoritaires et plusieurs acteurs autoritaires. Donc, je vais commencer par Nijat. Vous êtes vraiment sur le devant de la scène. Vous êtes la fondatrice de Digital Rights Foundation. Vous travaillez au Pakistan. Maintenant, j'aimerais que vous donniez aux participants ici un peu d'informations sur la censure partout dans le monde. Et selon vous, qu'est-ce que la répression numérique? Voilà, selon vous, qu'est-ce que la répression numérique? Vous êtes experte, encore une fois. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez Digital Rights Foundation? Et j'aimerais essayer de voir également comment est-ce que cette répression nationale est quelque chose qui est reprise à l'international. Donc voilà, à vous la parole pour que l'on comprenne un peu le contexte général. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je suis ravie que l'on puisse aborder cette question en abordant justement ces questions de cœur, de la plus haute importance. C'est important de comprendre les différentes initiatives qui sont déployées, des initiatives également qui sont exportées à l'étranger. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler des populations marginalisées, celles qui sont confrontées à la censure, à la surveillance. Et je pense qu'il y a des excuses qui sont utilisées par différents régimes autoritaires. Et c'est intéressant également de voir les différents thèmes utilisés que l'on retrouve également dans certains systèmes démocratiques. Et tout ceci définit notre expérience en ligne. Ce sont des expériences qui ne sont pas simplement en ligne, on les vit au quotidien. Et en Asie du Sud-Est, bon, moi je viens du Pakistan, mais ce que nous avons vu, c'est qu'il y a ici des écarts, sont des écarts concrets, tangibles. Il y a des outils politiques utilisés par les gouvernements. Par exemple, on utilise les concepts de moralité pour museler les femmes, on prône les concepts d'unité pour faire taire les voix contestataires, par exemple. Et ce qui est important, c'est de se concentrer sur des questions normatives, des réglementations sur la cybersécurité, etc. Et ce sont des normes aujourd'hui que je retrouve dans d'autres pays, des pays du Nord. On parle de souveraineté des données, par exemple, et c'est vrai qu'on traite de la question de la souveraineté des données dans d'autres régions par le monde, et il y a plusieurs compréhensions possibles. Nous avons également des lois sur la sécurité en ligne. On le voit au Royaume-Uni, et encore une fois dans les pays du Nord. Et ces lois, bien sûr, ou plutôt ici, on voit mettre à mal ce que l'on appelle, nous, l'expression. Donc, nous avons, nous, de notre côté, un projet que nous avons déployé il y a 8 ans. Nous avons des journalistes, des personnes qui sont souvent ciblées en ligne. Et
C'est vrai que ce que l'on voit, c'est que certaines de ces lois qui sont déployées pour protéger les pays ou les communautés marginalisées se retournent contre ces populations marginalisées. Donc ici, ce que j'aimerais souligner, c'est que oui, il y a des technologies, il y a des lois, il y a des outils déployés dans le Nord, ok. Mais j'aimerais insister sur un point. C'est important de se concentrer sur le contexte, c'est important de comprendre l'utilisation de ces outils. Et je sais que Laura en parlera dans quelques instants parce que Open Technology Fund accompagne les individus sur le terrain, notamment pour s'assurer que les outils soient pertinents au regard des besoins locaux. Alors rapidement, je vais me tourner vers Laura, mais la raison pour laquelle nous avons mis sur pied cet atelier, c'est pour justement compter sur plusieurs experts, des chercheurs, etc. Et maintenant, j'aimerais que l'on se concentre sur, encore une fois, ce sujet clé et je rejoins également la présence, je souhaite reconnaître la présence de Microsoft qui est avec nous aujourd'hui. Maintenant, je me tourne vers Senia. Nigat vient de parler de ce qui se passe au niveau national. J'aime beaucoup le fait que vous ayez fait le lien avec la souveraineté des données, avec les lois, avec tout ce qui se passe de par le monde. Bon, j'aime pas beaucoup utiliser le terme sud global et nord global. Dans tous les cas, vous, Senia, vous êtes sur le devant de la scène, notamment lorsque l'on parle de contrôle national. Vous avez vu ce qui se passe sur le terrain. Vous avez vu les conséquences, notamment en Ukraine, chez vous. Maintenant, j'aimerais qu'on insiste vraiment sur les répercussions de par le monde. On ne parle pas uniquement ici de répercussions nationales. Vous avez vu ce que la surveillance peut faire, notamment lorsqu'elle est exportée à l'étranger. Vous pouvez voir le rôle que peut avoir la surveillance d'un côté, un côté manipulateur, punitif, etc. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur votre expérience, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, moi, au quotidien, en tant que chercheuse, je regarde les répercussions concrètes de la surveillance et de la censure. Je regarde les infrastructures, les logiciels, les outils qui sont utilisés pour justement surveiller les populations, essayer de comprendre comment ça fonctionne, regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toutes ces machines. Et mes collègues au Citizen Lab et moi, nous regardons justement tout ce qui est utilisé par la Russie pour surveiller non seulement ses propres citoyens. Et dans un premier temps, nous avons vu qu'il y a un composant étranger. Ici, que l'on parle des cartes graphiques, des processeurs, des cartes de mémoire américaines, européennes, pas nécessairement chinoises. Donc, on a tout ça qui vient de l'étranger. Et vous avez également des machines qui sont vendues et qui sont exportées dans d'autres pays, notamment là où la Russie a un certain pouvoir. Prenons l'exemple de l'Afghanistan. C'est quelque chose que vous ne saviez pas, mais qu'en Afghanistan, on retrouve un véritable marché de la surveillance. Prenons également le cas de l'Iran. Nous avons procédé à une recherche et nous avons vu qu'une entreprise russe vend des infrastructures, des machines, des acteurs locaux. Mais ceci va bien au-delà de la surveillance. En effet, on peut parler du trafic international. C'est vrai que la Russie contrôle la plupart du trafic qui passe par le Kazakhstan. Donc, la Russie fournit le trafic Internet en amont au Kazakhstan et le Kazakhstan dépend donc de la Russie. Donc, admettons que la Russie décide de couper les câbles, littéralement, eh bien, le Kazakhstan les personnes au Kazakhstan n'auront plus les mêmes libertés. Nous avons le cas du Kirghizistan, le Bélarus, l'Arménie, un beau pays, mais un pays vulnérable d'un point de vue géographique et géopolitique. Donc la Russie ici à cette sorte de réseau invisible, souterrain, sous-marin,
Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, notamment lorsque l'on parle de surveillance. C'est vrai que lorsque l'on parle de surveillance, on pense souvent aux boîtes noires, mais il y a plein de choses bien plus spécifiques. Alors, vous avez listé plusieurs pays ici, des pays qui, par le passé, étaient des satellites de la Russie, bon, des pays contrôlés presque par la Russie. Alors, Nigat a parlé il y a quelques instants d'infrastructures nationales. Vous parlez là d'une sorte de présence tentaculaire de la Russie. Comment expliquez-vous cette présence en Iran? J'imagine que ce qui se passe en Iran permet vraiment de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres coins du monde. Quid de la relation avec les États-Unis? Quid de ce qui se passe avec l'Iran? Quid de ce qui se passe avec l'Afghanistan au vu des changements géopolitiques actuels? Bon, bien sûr, je ne suis pas experte dans la question iranienne. Mais il s'agit d'une relation mutuelle. En effet, la Russie est inspirée par le réseau national iranien. En effet, ça fait des années qu'ils travaillent sur la constitution de leur Internet national. Et on a eu, bien sûr, en Iran, comme vous le savez, une coupure Internet. Un système qui avait été constitué pendant des années. Et on sait que des outils russes ont été utilisés, des infrastructures russes, et la Russie d'ailleurs a tiré des enseignements de la situation en Iran. Donc on a une sorte de circulation de ces outils de contrôle et ce n'est pas unilatéral. Nigat, de votre côté, au Pakistan, que se passe-t-il? Quels sont les enseignements tirés ici? Les amis du régime sont-ils présents? On parle de la Russie. Y a-t-il une sorte de partenariat? Quid des infrastructures? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu? Est-ce que ça influence les relations entre les gouvernements russes et pakistanais? Et quid de la souveraineté des données dont vous parliez il y a quelques instants? Alors, je ne sais pas trop de ce qui se passe avec la Russie, mais la région dans sa globalité est impactée, oui. Nous avons des acteurs puissants qui influencent les entreprises de la tech et également des représentants d'autres pays, notamment chinois. Alors, sachez qu'il n'y a pas de transparence au Pakistan. On ne sait pas ce qui se passe au niveau de ces partenariats régionaux. Et les acteurs de la société civile ne savent pas vraiment comment ces collaborations et ces partenariats se concrétisent. Ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. Quid des informations, quid des structures? Comment est-ce que l'on partage toutes ces informations? Ce sont des choses qui se passent donc en coulisses, silencieusement. Et je pense que les pays du Nord ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Mais qu'est-ce que vous entendez par ça? C'est vrai que nous avons beaucoup de représentants des pays du Nord ici. Et d'ailleurs, je vous poserai quelques questions et je vous donnerai l'occasion de poser des questions à un moment donné. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça? En tant que militante, ce que j'ai pu voir, c'est que nombre de cadres ont été bien sûr concentrés et définis par les concepts de la gouvernance. On s'est inspiré de l'Union européenne, des États-Unis qui ont beaucoup travaillé sur ces questions. Oui, on parle beaucoup de gouvernance numérique. Cependant, ce que l'on voit, c'est que on se détourne progressivement de ces cadres. On parle, c'est vrai, de l'innovation, de la souveraineté, de l'IA, et c'est très, très restreint. Il s'avère que lorsque l'on parle d'Internet, on parle beaucoup des frontières nationales. On ne parle pas vraiment comment les autres pays ont accès à Internet, comment ils ont accès à ces technologies, alors que les technologies et Internet, c'est quelque chose qui ne connaît pas de frontières. Ce sont des choses qui ne connaissent pas les frontières. OK, bon, je reviendrai sur ce point parce que ça rejoint ce que fait une autre de nos panélistes avec les outils pour contourner justement la censure. Xenia? Oui, Sandvine, en effet, c'est une entreprise canadienne. Sandvine, non, ce n'est pas wine ou vin,
même si on est en France. Non, je parle ici d'une entreprise canadienne. C'est une entreprise qui a exporté des outils, des infrastructures de surveillance auprès de pays qui sont complètement dépendants d'exportation, exportation issue des pays du Nord. Et il ne s'agissait pas ici d'un bon exemple, parce qu'il ne s'agit pas de bonne technologie. OK, très bien. On va se tourner vers Laura. C'est un plaisir de compter sur votre présence aujourd'hui. Alors, peu de personnes connaissent votre fonds. Alors, peut-être que vous pouvez nous présenter vos activités. De quoi on parle lorsqu'on parle d'outils qui permettent de contourner la censure? En quoi sont-ils utiles? Comment permettent-ils de justement faire tomber les barrières dont on vient de parler? Oui, rapidement. Présentons Open Technology Fund. Nous sommes une organisation de dons. Nous fournissons des ressources à plusieurs acteurs de la technologie, acteurs de l'Internet. Et comme je vous l'ai indiqué, nous avons des outils qui permettent de contourner la censure, notamment au sein de régimes autoritaires. On veut s'assurer qu'il y ait bien sûr des technologies de communication qui permettent aux journalistes, par exemple, de travailler en toute sécurité, notamment lorsqu'il y a une surveillance répressive. Notre objectif donc aujourd'hui, c'est de nous assurer que les organisations de par le monde puissent jouir de la technologie dont elles ont besoin pour travailler en toute sécurité et faire correctement leur travail. Et bien sûr, nous avons l'honneur de pouvoir travailler avec mes collègues présentes avec moi à l'occasion de ce panel à cet effort. Voilà, on veut que ces outils soient efficaces, on veut s'assurer que leur impact soit positif, mais j'aimerais revenir un petit peu sur un autre point et inverser la tendance. En effet, c'est vrai, lorsque l'on me demande de parler des outils d'OTF, on parle d'outils comme des solutions uniques. Mais j'aimerais vraiment qu'on prenne du recul sur cette définition. En effet, si on regarde uniquement la technologie, si on prend uniquement la technologie, si on regarde l'efficacité seule des outils, j'ai l'impression qu'on risque de rater, de ne pas vraiment saisir l'objectif ultime ici. En effet, les technologies sont des outils qui permettent, encore une fois, aux citoyens, aux journalistes, au quotidien de faire leur travail. Nigat et Senia en ont parlé. Et l'efficacité de ces outils est cruciale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est si ces technologies permettent justement aux citoyens de jouir des droits que les régimes autoritaires essaient de bafouer. Donc c'est vraiment important de comprendre l'objectif d'OTF. Nous, on veut saisir vraiment les utilisateurs, comprendre quels sont leurs défis et justement les aider en leur proposant des technologies dédiées. Selon moi, cette approche nous permet d'aller au-delà des technologies. Encore une fois, on se concentre uniquement sur les utilisateurs et cette approche, elle est très, très importante à mesure que les régimes autoritaires évoluent dans leur approche de la censure. Les régimes autoritaires ne bloquent simplement pas les VPN, ne bloquent pas simplement les communications sécurisées. Ce que l'on voit, nous, aujourd'hui, ce sont des régimes autoritaires qui repensent la manière dont la population interagit avec Internet, comment la population réagit face à du contenu censuré. Donc, il faut vraiment cibler notre approche, mais il nous faut tout de même prendre du recul, comprendre les défis des utilisateurs, nous concentrer sur les utilisateurs et essayer de comprendre quelles sont les différentes technologies qui vont répondre encore aux besoins sur le terrain. OK, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je sais que aujourd'hui, on a un panel qui parle de la censure autoritaire. Au-delà de ça, on voit également un recul au niveau des pays démocratiques. Vous en avez parlé, Nigat, et ceci met à mal la liberté d'expression dans nombre de pays qui, encore une fois, ne sont pas nécessairement des pays qualifiés comme autoritaires. Laura, vous avez parlé d'outils et vous êtes également confronté à quelques défis au sein de ces sociétés qui veulent mettre à mal le financement de certaines ONG nationales. On a des obstacles.
Certaines entités de recherche ne parviennent pas à recevoir des fonds, notamment de fonds issus d'entités comme la vôtre. Comment est-ce que vous pouvez accompagner des entités comme NIGAT et NIGAT de votre côté? Comment est-ce que vous pouvez justement travailler de manière efficace et vous pouvez utiliser les fonds et le soutien de Laura, par exemple? Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Cette année, ce que l'on voit, c'est que le soutien aux communautés locales est crucial, mais il baisse. Il y a d'autres priorités de financement, ça dépend du gouvernement également. And I wouldn't talk about how we secure ourselves. Alors, de notre côté, c'est vraiment difficile. C'est loin d'être facile. C'est vrai que lorsque l'on travaille sur le terrain, c'est important, bien sûr, de s'assurer que l'on travaille en toute sécurité, mais il faut s'assurer également qu'il y ait une véritable sécurité pour les populations qui sont, elles, sur le terrain. En revanche, il faut pouvoir se saisir de ces opportunités. C'est vrai, beaucoup de gouvernements reculent face à certains engagements qu'ils ont pris. Nous, ce que l'on fait, c'est de nous assurer que l'on puisse justement protéger les droits des citoyens, s'assurer également que les gouvernements tiennent leurs promesses, encore une fois en matière de gouvernance. Mais il y a également d'autres priorités. Mais ce qui est important, c'est d'être cohérent ici. Alors je vous interromps, et là je vais parler au nom de l'Union européenne, même s'ils n'ont pas besoin de moi pour prendre la parole. Mais de quoi est-ce que vous parlez là exactement? En fait, moi, je ne veux pas que l'Europe devienne un membre à part entière de cette bulle de l'IA. Voilà, il y a une sorte de course au niveau des entreprises, bien sûr, mais il y a également une course au niveau des gouvernements. Laura, je vois que vous opinez du chef. Gardez à l'esprit quelques instants ce que vous voulez dire. Et après, je me tournerai vers les participants pour poser leurs questions. Laura, dans un premier temps. Alors, je ne rejoins pas entièrement NIGAT sur ce qu'elle disait concernant la bulle de l'IA. On voit vraiment que oui, il y a une sorte de course à la technologie, que ce soit une course gouvernementale ou des entreprises, mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'investir là où ça compte le plus. NIGAT, rapidement, quels sont les défis principaux ici? Donc, vous avez plusieurs priorités qui ne sont pas forcément toutes alignées. Les grandes entreprises, les gouvernements, etc. Dans ce contexte-là, quels sont les principaux défis? Très souvent, nous essayons de définir les défis en nous basant sur des solutions. Donc, on utilise certaines technologies pour surmonter les défis qui existent sur le terrain. Bon, il y a l'IA, ok, très bien, et ça va nous sortir du pétrin, par exemple. Mais ce que je disais il y a quelques instants, il faut nous concentrer sur les utilisateurs, sur ceux qui sont sur le terrain. On doit comprendre leurs défis, leurs besoins et sur la base de ces besoins, définir de nouvelles solutions, de nouvelles technologies et les exporter là où c'est le plus nécessaire. Senia, là, dans ce cas-là, je vais me tourner vers la salle, mais dans un premier temps, vous avez tout de même la parole. J'aimerais vous parler d'un projet qui s'appelle Delta Chat, qui a été financé pendant de nombreuses années par Open Technology Fund. C'est un système de communication sécurisé. Ça a été d'ailleurs utilisé dans des pays où Internet avait été complètement bloqué. Cependant, lorsque nous n'avons plus de financement de la part du programme américain, nous avons tout de même réussi à continuer à travailler parce qu'il s'agissait ici d'un projet en open source. Et ça, c'est le cœur de notre projet. On avait une communauté d'experts, ce qui voulait dire que tout le monde pouvait utiliser ce projet, le copier. Et nous avons également une réponse
pas simplement économique. On avait une réponse vraiment systémique. Ça nous a permis vraiment, grâce à l'open source, d'avoir une sorte de bouclier de protection. Certains disent que l'open source, ce n'est pas suffisamment sécurisé. Si c'est trop ouvert, ça veut dire vulnérabilité, mais ce n'est pas le cas. OK, bon, je me tourne enfin vers la salle. Et je vais donner la parole à l'Union européenne avec Marietje. Admettons que vous travaillez tous pour Peter Wagner qui est avec nous là devant. J'aimerais que vous réfléchissiez à ce que lui doit faire. Admettons qu'il doit dépenser 10 millions d'euros. Et lui aussi a des priorités divergentes. Et Nijat essaie de se dépatouiller face à toutes ces priorités. Parce qu'encore une fois, elle se concentre sur les utilisateurs finaux qui sont confrontés à des défis en matière de protection des droits. Et nous avons également un autre groupe qui généralement fait ce travail, c'est-à-dire récupérer les informations, s'assure que on vérifie que toutes les informations fonctionnent, soient de bonnes informations. Ce sont des groupes indépendants, puis nous avons également des acteurs de la société civile, on a des experts juridiques, quid des normes, quid des lois. Si vous étiez Peter, que feriez-vous de cet argent? Est-ce que vous allez investir dans des questions juridiques? Est-ce que vous allez mettre sur pied des pare-feux multilatéraux, etc. Voilà, monsieur Offon, vous avez 10 millions. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ce ne c'est pas 10 millions, c'est peut-être plus que 10 millions?